Bienvenue sur ma chaîne YouTube Slavier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le livre 1 du Capital de Karl Marx. Au sein de cette vidéo, j'aborderai le chapitre 3, la monnaie ou la circulation de marchandises. Alors j'aborderai le chapitre 3, mais seulement la première partie de celui-ci, car au vu de la densité de ce chapitre, j'ai décidé, à partir des parties que Marx me proposait, d'en faire 3 vidéos distinctes. 3 vidéos qui parleront chacune d'elles d'une des fonctions de la monnaie. Alors aujourd'hui, on va parler d'unité de compte, de mesure des valeurs. Ensuite, dans la prochaine vidéo qui sortira au cours du mois d'août, nous parlerons des fonctions d'échange qu'elle a. Et ensuite, pour finir, des fonctions d'épargne, thésaurisation, réserve de valeur. Alors commençons donc par mesure des valeurs. Pour un but de faciliter la compréhension de cette vidéo, je prendrai l'or c'est Marx qui me le dit, comme marchandise remplissant toutes les fonctions d'une monnaie. Donc l'or, pour devenir mesure des valeurs, doit avant tout être une marchandise équivalente, c'est-à-dire une marchandise au sein de laquelle toutes les autres marchandises peuvent se référer à pour trouver leur valeur dans une société donnée. Et c'est parce que toutes les marchandises sont commensurables entre elles, c'est-à-dire que grâce au dénominateur commun qui est le temps de travail nécessaire à la réalisation d'une marchandise, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents que je vous conseille, dans les vidéos précédentes sur les chapitres précédents que je vous conseille d'aller voir avant cette vidéo, c'est parce qu'il y a le temps de travail nécessaire à la fabrication d'un objet, grâce à ce dénominateur commun, qu'elles peuvent se comparer et ensuite donc trouver leur valeur par rapport à l'autre. Mais pour faciliter donc la chose, pour connaître sa valeur dans une société donnée, ou dans une plus large mesure, il est plus facile donc de centraliser tout ça en une seule marchandise qui sera l'or. Bon après, qui sera l'or, ça a été dans le temps, ça a été les cigarettes, parfois, par exemple après 1945, en Allemagne post-nazie. Voilà. Donc cela permet d'annoncer son prix au monde extérieur, pas seulement au petit village de Bretagne qui sait que vous fabriquez, j'en sais rien, un chapeau cigogne, que vous cultivez en tant que maraîcher des courgettes, ou que vous êtes en tant que tailleur fabricant de t-shirts. Mais du coup, comment une marchandise comme l'or, qui est du coup marchandise équivalente, devient-elle monnaie? Alors tout d'abord, il faut qu'il y ait une certaine convention collective, c'est-à-dire qu'au final, tout le monde a confiance en cette marchandise au vu de ses qualités qu'elle propose, l'or qui est subdivisable en plein de parties alicotes, et du coup, par sa qualité, par sa confiance qu'on lui accorde, par sa rareté aussi. Parce que bon, parfois ça a été le sel, le cuivre, qui ensuite ont été remplacés par des marchandises un peu plus rares, comme l'argent, l'or, et là on arrive à ce moment-là où l'or et l'argent, au 19e siècle, se confrontent, on appelle ça, il me semble, le règne bimétal de la monnaie. Bon, je vais, pour être sûr, je vais relire mes notes. Ouais, le règne du métal-monnaie. C'est-à-dire qu'elles se faisaient concurrence et par leur muabilité, parce que leur rapport n'était pas immuable, n'était pas inchangeable. Bon, tu pouvais faire un peu de trading, on va dire. C'est comme si aujourd'hui le dollar et l'euro en France se concurrençaient pour devenir monnaie sur le territoire. Bon, c'est pas le cas, mais dans certains pays ça l'est. Je sais pas lesquels, je me rappelle plus, mais voilà, il y a plusieurs pays comme le Zimbabwe, il me semble, où tu as 4 monnaies différentes avec lesquelles tu peux commercer ou des choses comme ça. Enfin, petite précision, c'était du coup après 2009, après l'hyperinflation du dollar zimbabwéen, qu'il y avait 2 monnaies officielles, le rand sud-africain et le dollar américain. Et puis sinon, ça existe aussi dans d'autres pays, comme la Namibie, où tu as le rand sud-africain et la monnaie traditionnelle namibienne. Voilà. Mais du coup, pour l'instant, elles coexistent, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui prenne peut-être le pas sur l'autre, comme l'or et l'argent ont coexisté.
Donc, une monnaie devient monnaie par convention collective, par validité sociale, mais aussi, du coup, par les lois. Parce qu'aujourd'hui, en France, t'es obligé d'accepter l'euro, t'es pas obligé d'accepter les autres monnaies. Après, tu peux échanger, oui, tu peux échanger avec du dollar, si ton commerçant est d'accord, mais tu peux pas obliger les autres à commercer en dollars. D'ailleurs, tes impôts, tu les payes en euros, tu les payes pas en bitcoin. Donc, l'or devient une mesure des valeurs en tant que poids de métal fixe et étalon des prix, parce que du coup, au fur et à mesure du temps, on n'a pas mis de l'or en circulation, on a mis de la monnaie fiduciaire, de la monnaie qui intrinsèquement n'avait pas de valeur propre, et même un billet. Et où mon billet? On disait que, disons que mon billet là n'a pas de valeur intrinsèque propre à lui-même. Un billet, bon, tu peux te, voilà, tu peux essuyer la table si tu veux avec, mais sinon il sert à rien. C'est juste parce qu'il y a de la confiance qui va avec et qu'à l'époque, là où nous parlons également des prix, l'or soutenait ce billet. Par exemple, une livre d'argent, bon, une livre d'argent pour repartir sur la concurrence or-argent, valait un quinzième d'une once d'or à un certain moment, parce qu'après les cours changent, voilà. Et donc à cette époque, tu pouvais échanger, même si pas tout le monde le faisait, hein, les gens ils s'achetaient à manger, ils s'achetaient pas de l'or ou de l'argent. Euh, du coup, tu pouvais, le prix, le billet avait en plus de la confiance collective, une réserve de valeur qui permettait de l'échanger par rapport à lui, d'avoir une valeur réelle à la place de ce bout de papier. Après, j'ai dit poids de métal fixe, mais c'est pas parce que la valeur de l'or fluctue, parce que j'ai dit ça fluctue, ou de l'argent fluctue, que ça n'en fait pas moins des mesures des valeurs. Parce que si l'or fluctue, par exemple, il prend, bon allez, on va dire 100%, sa valeur est multipliée par 2. Et bah du coup, le prix des marchandises sera divisé par 2. Voilà, des trucs comme ça. Après, si le cours de l'or reste, si la valeur de l'or reste stable, mais que le prix des marchandises augmente, c'est tout simplement parce qu'il y a d'autres facteurs qui font que, comme par exemple la difficulté à produire ces marchandises, la complication du travail, ou une meilleure qualité, des choses comme ça. Et au contraire, si le prix baisse mais que l'or reste stable, c'est parce que du coup, on a de meilleurs moyens qui permettent de fabriquer plus facilement, peut-être une qualité moindre aussi, enfin, plein de facteurs qui influent différemment. Ou après, au contraire, si la valeur de l'or baisse et que du coup, le prix des marchandises va monter. C'est un peu comme l'euro aujourd'hui. Son pouvoir avec l'inflation a diminué. Donc, le prix des aliments monte, le prix de ce chapeau cigogne monte, le prix de ma courgette monte. Voilà. Voilà. Sinon, après, déflation. Bon, après, nos monnaies sont inflationnistes, mais je sais pas où je pars, mais voilà. Et du coup, après, pour venir à cela, c'est-à-dire à l'étalon des prix, bon, après, c'est pas forcément indispensable pour comprendre mesure des valeurs, hein, comme. Du coup, c'est à partir de là que les monnaies commencent à tirer. C'est à partir de là que et c'est pour ça que les monnaies tirent de leur nom le poids qu'elles ont. Enfin, ça allait un peu moins aujourd'hui, hein. Mais du coup, c'est parce que dans ce rapport, un billet, enfin une livre valait une livre d'argent, tu vois. Voilà. Bon, après, ce rapport a changé, hein, pour pour diverses raisons. Tout d'abord parce que bon, il y a eu des petites manipulations de la part des autorités financières, on va dire ça comme ça. Après, je sais pas, peut-être que c'est le roi lui-même, il mettait moins d'argent dans la pièce, donc qui mettait moins. Bon, excusez-moi, ça a coupé. Qui mettait moins d'argent dans la pièce. Du coup, par exemple, une livre. Une livre valait en réalité que 0,5 livres d'argent, par exemple. Après, il y a aussi le fait que les métaux les moins précieux ont été remplacés par les métaux les plus précieux. Comme nous l'avons vu, une livre égale une livre d'argent. Et bien au final, on s'en est venu à une livre égale un quinzième d'une once d'or. Bon, même s'il y a eu le règne du bimétal, le règne du métal monnaie avec l'argent et l'or, mais le cuivre a été remplacé par l'argent qui a été remplacé par l'or. Voilà. Et puis il y a aussi le fait que les monnaies n'ont pas forcément le nom de l'unité de poids de mesure dans les pays où elle est. Par exemple, le denben, qui était dans l'Égypte antique, l'unité de mesure de poids, hein, juste par exemple.
n'est pas la monnaie de l'Égypte, parce que la livre a été exportée là-bas par les colonies, et comme ça on a exporté notre monnaie, et ça remplit, du coup, et on n'a pas forcément exporté notre unité de mesure des poids. Voilà. Donc ce qui fait que ça diverge entre les deux. Ce qui est bien du coup avec la monnaie comme mesure des valeurs, c'est qu'elle est bien subdivisable en plusieurs parties de valeur. Hein. Enfin, c'est-à-dire que la livre peut être un shilling, un penny, bon, tout ce que vous souhaitez. Donc tout est subdivisable au plus bas ou après bon au plus haut. Et du coup, grâce à cela, on peut en servir comme unité de compte par rapport au, du coup, pour mesurer la valeur par rapport aux autres marchandises, et donc de rendre ces choses, de permettre à toutes ces choses d'avoir le même langage, du coup de connaître sa valeur par rapport au monde réel. Le prix est le nom monétaire du travail réalisé dans une marchandise, c'est-à-dire, du coup, c'est le même langage. C'est-à-dire que le prix, c'est le revêtement de la forme travail en forme monnaie. Du coup, l'aliénation de la marchandise, elle perd sa forme intrinsèque pour prendre la forme qu'elle a sur le marché, c'est-à-dire la forme monnaie, pour donc plein de raisons, comme faciliter les échanges, permettre de mesurer la valeur de sa marchandise, d'épargner. Bon, après, toutes les fonctions, les deux autres fonctions que nous verrons dans les prochains chapitres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez compris. C'était un chapitre, c'était une partie assez compliquée, c'est un chapitre assez compliqué par rapport aux deux autres que j'ai fait précédemment, puis le temps de s'y remettre et tout. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, n'hésitez pas, voilà, c'est peut-être que je me suis mal exprimé sur quelque chose, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être, bon, ça peut arriver, mais ça m'étonnerait fortement. Et voilà, c'est tout. Peut-être que j'ai été un peu ambigu parfois, je sais pas. Bon après, juste si vous avez du mal à comprendre quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me démarcher sur Instagram, 3 minutes de culture. Et voilà, si vous voulez que ce soit un peu plus privé. Bon, vous pouvez liker, vous abonner, on se retrouve donc au cours du mois d'août pour une nouvelle vidéo sur le capital de Karl Marx, et peut-être d'autres vidéos, bon ça on verra. Allez, tchuss!